Et c'était donc un enjeu pour eux. Ça a mis du temps, bien sûr, de mettre ces acteurs autour de la table, qu'ils aient tous envie de partager les informations qu'ils avaient autour du contact, hein. Chacun avait un petit bout de la vérité client. Et Imagino a été branché à ces différents acteurs et vient réconcilier une vision 360 du contact. On est désormais capable de savoir, avant, pendant et après le séjour, toutes les activités qu'on a pu recenser autour du contact en station. Et surtout, c'est une vision qu'on redistribue aussi à l'ensemble des acteurs. Ça, c'est un point très important, c'est que chaque entrant qui a accepté de partager, que ce soit les remontées mécaniques, les clubs de sport, les hôtels, les restaurants, les réservations, va aussi bénéficier de ce partage, puisque en retour, on va leur apporter d'autres informations qu'ils n'avaient pas sur le contact. Ça permet d'avoir vraiment une vision holistique globale et de mieux comprendre les clients. Ça se confirme là en ce moment au mois d'avril, puisqu'on est sur les campagnes proches de la fermeture de la station où ils communiquent avec leurs clients réguliers, leurs clients fréquents pour venir sur les derniers jours profiter des infrastructures de la station. Et ça, c'est grâce à tout l'historique data qu'on est capable de mettre en place ce plan d'animation. Alors, un autre exemple, je ne sais pas si on peut passer, un autre exemple, là, plus proche peut-être de personnes qui sont connectées aujourd'hui, donc Intersport, que vous connaissez bien, présent aussi en station de ski d'ailleurs. Intersport, une de ses grosses activités, c'est de la location de matériel de ski, mais bon, on les connaît surtout pour les magasins, bien sûr, de sport. Et ce qui est intéressant chez Intersport, c'est qu'on a eu une vision itérative du client, où d'abord, le programme de fidélité, comme c'est souvent le cas, apportait la vision 360 du contact. Si vous vouliez, entre guillemets, rentrer dans la base Intersport, il fallait passer par le programme de fidélité. C'est Comarch qui le porte toujours. Mais évidemment, aujourd'hui, le programme de fidélité va aussi bénéficier de tout un tas d'autres informations autour du contact. J'ai parlé de la satisfaction, j'ai parlé des transactions e-commerce, j'ai parlé du service client. Et souvent, ces interactions ne sont pas toujours remontées dans le programme de feed. Donc, le gros intérêt, et on va en parler aujourd'hui, d'associer une vision type référentiel client unique ou CDP, hein, les deux peuvent un peu faire le même travail, un programme de fidélité, c'est vraiment de faire bénéficier les deux systèmes. La fidélité va avoir besoin d'une donnée propre, unifiée, dédupliquée, nettoyée et si possible d'un maximum de canaux connectés pour pouvoir tout simplement déclencher des remises, les bonnes offres sur les clients, sur les produits qui les intéressent. Et à l'inverse, le RCU va avoir besoin d'énormément d'informations que la fidélité peut procurer. Quelle est l'activité au sein du programme de fidélité? Quel est le statut du client? De quelle transaction le client aurait besoin pour passer au statut suivant, hein? Vous recevez maintenant les mails Air France qui vous disent allez, encore un billet d'avion et vous passerez Gold. Bah ça, ce sont des mécaniques CRM très intéressantes qui allient la vision du contact avec le programme de fidélité. Et c'est ce qu'on fait avec Comarch, du coup, chez Intersport depuis maintenant un an et demi. Voilà. Et donc, si je reprends le relais hein, sur ce qu'Olivier vient de dire, sur les aspects RCU, et si on prend un tout petit peu de hauteur sur la place des programmes de feed et l'importance de la donnée et des interactions entre la feed et la donnée de manière globale, ça, on le voit depuis quelques années maintenant, le rôle des programmes de feed a changé, est encore en train de changer, il évolue, hein, on n'est pas encore au bout du voyage. L'idée, hein, c'est que voilà, ça a été repensé là, depuis quelques temps pour travailler la donnée en tant qu'utilisateur de données. Le programme de feed, évidemment, est utilisateur de la donnée, mais aussi comme collecte. Comme levier de collecte pardon, pour collecter directement les données, qu'elles soient transactionnelles, qu'elles soient relationnelles, et utiliser finalement ce programme de fidélité comme moyen d'interaction aussi avec le client, d'aller lui permettre d'aller enrichir, d'aller partager ses données, de manière à ce que l'enseigne puisse ensuite aller personnaliser ses offres et puis potentiellement rétribuer le client sur un partage de données, sur des avis qui sont donnés. Tout ça peut passer dans le programme de fidélité et va permettre justement d'aller enrichir les aspects RCU, CDP qui vont derrière revenir en retour, enrichir eux-mêmes le programme de fidélité et permettre de continuer dans ce cercle vertueux de le client partage ses données, mais l'enseigne en fait quelque chose qui est pertinent pour le programme de fidélité.
on parle souvent des aspects purement transactionnels, mais il y a aussi les aspects relationnels. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. C'est que dans le programme de fidélité, aujourd'hui, je peux faire intervenir les notions de réponse à des questionnaires qui vont, en fonction des réponses, aller valoriser directement la fiche client. Et puis, bah, pour utiliser le programme de feed là-dedans, bah, c'est d'aller motiver le client avec des leviers de fidélisation pour partager ses données avec une récompense derrière qui peut être du point. On a des clients qui font ça en fait, hein. Je partage des données, je réponds à des questionnaires, je gagne des points. Ça peut être des rétributions qui sont moins directes ou moins monétaires, avec des badges, si on met un peu de gamification, ou ne serait-ce que d'avoir un retour personnalisé de l'enseigne. Donc, quoi, on a bien compris, on fait une bonne utilisation de ces données. Après, la question qu'on va se poser ici, et là je me retourne plutôt vers toi, Elise, c'est quoi les fameuses données qu'on doit utiliser? Absolument, David. Alors, nous, on parle de golden data. Donc, les golden data, ce sont les données. Donc, on a beaucoup parlé de les données, mais de quelles données est-il question? Ce sont les données les plus critiques et les plus importantes qui décrivent le mieux votre client tout au long de son cycle de vie. Donc, on va prendre un exemple juste après hein, de golden data. Mais en fait, c'est une démarche qu'on essaye de plus en plus de mettre en place en amont justement de tous ces programmes de structuration de données ou de programmes de fidélité, qui est de dire quelles sont les données qui vont me permettre, un, de connaître mon client, et deux, de mettre en place des actions qui vont être réellement efficaces. Ces données-là, en général, on essaie de les limiter entre 20 et 30 données pour être sûr déjà de pouvoir les collecter, les mettre à jour et les exploiter le plus simplement possible, et aussi pour s'obliger quelque part à faire un tri entre toutes les données qu'on pense importantes et puis celles qui sont vraiment structurantes pour l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche qui est collaborative et transverse, car le client, il est vu par plusieurs services de l'entreprise. Et donc, on confronte les points de vue de tout le monde et à partir de là, on est capable d'apporter justement une vision différente et réellement transverse du client et de ce qu'on souhaite savoir sur lui pour pouvoir le travailler derrière. Alors, je vous donne un exemple. Alors, c'est un exemple complètement fictif, hein, mais qui montre que cette démarche Golden Data, elle fonctionne en B2B aussi bien qu'en B2C, puisqu'on a aussi des programmes de fidélité qui existent en B2B. Donc là, on est sur une plateforme du bâtiment, donc qui a pour clients des professionnels du bâtiment. Donc on se pose la question de quelles sont les données les plus importantes que moi, en tant que plateforme du bâtiment, j'ai besoin de connaître sur mes clients pour pouvoir les adresser et les activer le mieux possible. Par exemple, ce qui va m'intéresser évidemment, c'est ce qu'on va appeler, nous, les golden data par nature, qui sont toutes les données descriptives de l'entreprise. Donc son SIRET, son adresse, son sirène, etc. Donc toutes ces données-là qui sont des golden data par nature, évidemment, il faut les collecter. Toutes les données qui concernent les contacts de l'entreprise, avec leur nom, leur prénom, leurs fonctions, leurs coordonnées, toutes ces informations-là, elles sont critiques, mais elles sont par nature, voilà, elles sont par nature essentielles. Ensuite, il y a d'autres types de données qui peuvent être importantes. Mon client, qui sont ses clients? Est-ce qu'il s'adresse plutôt à des clients haut de gamme, plutôt moyenne gamme? Est-ce que il est plutôt sur une activité de plomberie, d'électricité? Est-ce que c'est une petite entreprise? Est-ce que c'est une grosse entreprise? Est-ce qu'il a un gros camion ou plutôt des petites estafettes? Toutes ces questions-là sont des points qui vont être importants derrière pour se dire quelle est la bonne offre, quel est le bon parcours client et quelles sont les bonnes actions que je peux mettre en place sur mon client. Donc on peut être surpris des fois de voir arriver certaines golden data qu'on n'attendait pas, mais on se rend compte que cette information-là, elle est critique pour bien comprendre son client. Voilà, je repasse la parole. Hop, derrière, si j'arrive à dérouler, à Olivier. Ouais, tout à fait. Donc, encore un autre exemple client. On a parlé un petit peu de Val d'Isère, on a parlé d'Intersport. Là, on s'intéresse à Teract. Alors, ceux qui ne connaissent pas Teract, puisque la marque est récente et un peu moins connue, c'est les ex-InVivo Retail. Et la partie du coup B2C d'InVivo Retail, c'est principalement en France Jardiland et Gamme Vert, donc qui sont deux très grands acteurs voilà,
vente retail spécialisée. Et on a mis en place là-bas de nombreux cas d'usage aujourd'hui autour de la fidélité, autour de la data et principalement donc toute la partie cleansing matching. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure dans les slides suivants, donc j'y reviendrai plus tôt. On va passer sur le slide d'après un petit peu pour vous parler voilà, de comment ça fonctionne. Puisqu'au final, la notion d'unification de la donnée client, de RCU, elle n'est pas nouvelle. Hein. Ça fait 20 ans, 25 ans et encore peut-être même avant, si on va voir la VAD dans le nord de la France, dans les années 80, ils avaient déjà ces notions d'unification du comportement client. Pourquoi est-ce que depuis 5 ans, ce sujet revient fortement à la mode? Parce qu'il s'avère que plusieurs sujets sont arrivés en même temps. D'un côté, j'en ai parlé tout à l'heure, on a eu l'émergence d'outils cloud qui sont arrivés dans les entreprises ou d'outils SaaS. Donc, on a les plateformes Google, les plateformes Microsoft, les plateformes AWS, on a Snowflake, on a Databricks qui sont des outils très modernes de stockage très puissants qui permettent aux entreprises facilement maintenant de mettre leurs données dans le cloud avec un accès assez simplifié. On a eu aussi l'émergence des outils SaaS. Aujourd'hui, les directions marketing achètent des outils pour faire du marketing automation, de la satisfaction, des enquêtes, du e-commerce. Donc, ces outils sont naturellement, de par leur ADN, exposés sur Internet. Et puis, on a eu l'arrivée du coup des CDP. Et les CDP, à la base, n'étaient pas forcément faites pour faire des RCU. D'ailleurs, toutes les CDP ne font pas des RCU. Nous, on fait partie des acteurs qui en font, mais d'autres n'en font pas. Mais on vient du coup avec deux principes forts. Le premier, c'est un catalogue de connecteurs. Ce catalogue de connecteurs, il permet aujourd'hui assez simplement, c'est pas plug and play, hein, ça reste des projets assez compliqués, d'aller chercher les différentes informations autour du contact dans l'ensemble de ces systèmes de l'entreprise. Ça peut être une base de données dans le cloud, ça peut être aussi des systèmes informatiques beaucoup plus compliqués à accéder. On est avec Comarch sur le call, donc par exemple les systèmes de caisse aujourd'hui, aller parler avec du CJ, du Retail Pro, des systèmes de production dans les magasins, c'est techniquement beaucoup plus difficile, bien sûr, que d'aller se connecter à un Google BigQuery. Donc, on a ces principes de connecteurs et surtout, on a un principe qui est de ne pas copier la donnée. Il faut voir que depuis 20 ans, quand on veut avoir une vision globale du contact, la première décision que l'entreprise prenait, c'était OK, où est-ce qu'on va mettre cette vision 360? Dans quelle base de données? Dans quel data warehouse? Dans quel data mart? Dans quel univers de stockage? Et puis, pendant plusieurs mois, on dessinait la vision globale qu'on aimerait avoir du client. On aimerait avoir ses transactions e-commerce, ses transactions magasins, ses points de fidélité, ses passages au service client. On faisait comme ça un design et derrière, on intégrait réellement des flux pour aller créer cette base cathédrale de la vision la plus propre de la donnée client. On s'est rendu compte depuis une quinzaine d'années que ces systèmes ne fonctionnent pas forcément comme on aurait souhaité. D'une part, le temps qu'ils nécessitent à mettre en place fait que souvent le moment où ils sont livrés aux équipes, ils sont déjà un petit peu vétustes par rapport à tout ce qui a évolué côté métier. Ça embarque pas le tag et la navigation digitale. Finalement, la solution de NPS, elle a changé depuis. Donc, le principe des CDP est de dire, c'est plus la peine aujourd'hui de faire cette énorme méga base. Vous avez déjà dans les entreprises beaucoup de choses qui existent, du stockage, du RCU, des bases unifiées, des bases qui collectent la donnée de caisse, des bases qui collectent l'e-commerce. On va, nous, aller se connecter à ces différents systèmes en streaming. Donc, on utilise un concept qui est la virtualisation et on va venir tirer dans une vision 360 qui n'existe nulle part, en fait, hein, elle est un peu virtuelle, une vision globale du contact en temps réel. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a 70% de nos clients dont les transactions, on va les chercher dans du Snowflake, dans des bases Oracle, dans des bases SQL, dans du Salesforce, par exemple, et on va aller tirer l'information dont le métier a besoin uniquement au moment où on en a besoin. Le gros intérêt, c'est que ça va permettre, par exemple, avec la fidélité, de faire circuler des cas d'usage temps réel de bout en bout. Vous passez en caisse dans un système comme Cegid ou Retail Pro, on a la transaction, Comarch a l'information, déclenche un mouvement de points. Cette information, automatiquement, on l'a en temps réel. On est capable, nous, de l'enrichir, de la réconcilier sur une autre donnée et d'en déclencher un cas d'usage qui est, par exemple, de remercier le client, de l'informer que la prochaine transaction le fera changer de statut. Donc, c'est vraiment un énorme changement de paradigme autour du traitement de la donnée client dans les entreprises. Là où pendant assez longtemps, on a quand même fait des vases communicants. Hein. Mon système de prod va dans mon data warehouse va dans mon data lake va dans mon outil de gestion de campagne. Bah, on a maintenant des outils qui disent c'est plus la peine de passer comme ça dans ces 4 socles. On va tirer le cas d'usage bout en bout directement depuis la source. L'étape 2, qui est l'étape importante, et je vais aller assez rapidement sur ce slide, c'est cette capacité à réconcilier, à nettoyer la donnée. Donc, c'est une étape qui est très compliquée. On n'a pas de baguette magique, malheureusement. Quand les emails, c'est Toto 1, 2, 3 et que les prénoms ne sont pas remplis, bon, on souffre, hein, comme vous. Mais on essaye voilà, de vous apporter du coup des algorithmes sur étagère qui vont permettre de reconnaître que ce client qui est
dans Comarch, dans Zendesk au service client, dans Magento en e-commerce, dans Salesforce Service Cloud et à la fois dans votre data lake, c'est le même. On va du coup pouvoir rattacher son identité à différents ID. Ça peut être aussi des ID de navigation digitale, anonymes ou identifiés, hein, quand il passe sur votre site, quand il se log ou quand il ne se log pas. Et on va venir mettre autour de cette ID unique l'ensemble des objets de données du client, ses transactions, ses points de fidélité, son score NPS. Donc, on a une vraie vision globale et surtout, on va venir conserver l'ensemble des sous-identités qui ont permis de constituer ce Golden Record. On parlait de Golden Data juste avant, mais en fait, quand on déduplique et quand on fusionne un client, on ne vient pas supprimer toutes ces identités, on vient garder ce client, il a peut-être plusieurs cartes de fidélité, il a peut-être plusieurs adresses email, plusieurs adresses postales, plusieurs numéros de téléphone. On va devoir faire des choix pour le contact master, mais on va conserver toutes les données sources et on va les historiser. Derrière, l'intérêt, bien sûr, c'est pas de faire une base technique, c'est de créer la fondation forte de votre capital data qui, elle, va pouvoir venir déclencher vos cas d'usage. Cas d'usage qui peuvent être la fidélité, qui pourrait être le service client, qui pourrait être du clienteling aussi, par exemple. Il y a de nombreuses applications possibles en sortie d'un RCU. Le premier cas qu'on va venir traiter, c'est la partie connaissance client. Comment je segmente? Qui sont mes clients? Qu'est-ce qu'ils achètent? À quelle fréquence? Dans quel magasin? Quelle est la distance d'achat? Quelle est la fréquence? Donc, on va avoir tous ces modules qui permettent d'analyser. Là encore, les données de Comarch sont pour nous très importantes. L'activité dans le programme de fidélité, on a la chance d'avoir du coup ces opérations temps réel, donc c'est vraiment une force pour la connaissance client. Et derrière, on va venir orchestrer, diffuser l'information. Donc orchestrer, bien sûr, on va retrouver les orchestrations que vous connaissez traditionnelles, CRM marketing, l'email, le SMS, le push, la perso web, le retargeting média. Mais on va aussi orchestrer cette vue 360 en la diffusant vers d'autres systèmes. Hein, j'ai parlé tout à l'heure de Val d'Isère où la donnée redescendait vers les différentes structures juridiques de la station. Pareil, aujourd'hui, chez Intersport avec Comarch, il y a vraiment de l'échange de données entre le RCU et la fidélité. On va aller nourrir le programme de feed de cette information, on va aller nourrir le clienteling de cette information, et pourquoi pas même le système de caisse, pour que cette vision globale du contact puisse être facilement diffusée. Donc là encore, il y a rien de nouveau, ça fait longtemps qu'on essaye de faire ça, mais aujourd'hui, les CDP, avec leur principe de virtualisation de la donnée, facilitent énormément ça, puisque on vous permet de ne pas refaire un énorme data model de toutes les données clients alors que vous les avez déjà à votre disposition ailleurs. On vient vraiment bénéficier sur ce que vous avez construit, on se branche, on génère cette vue et on la pousse. Voilà. Et du coup, On c'est va vrai que passer. si je rebondis sur ces aspects RCU et notamment programme de fidélité, tu as parlé du cas Intersport. Effectivement, sur Intersport, aujourd'hui, on fait RCU et on vient nourrir en fait la partie CDP qui est enrichie avec un certain nombre d'autres données. Ça, c'est une approche qui est complémentaire sur cette approche de données. Ça s'est fait aussi, on en reviendra un petit peu tout à l'heure dessus, ça s'est fait dans l'approche plutôt pragmatique et opportuniste avec Intersport. Quand on a bossé ensemble avec Intersport dans un premier temps, il n'y avait pas vraiment de RCU, les données étaient silotées. Comme tu le disais, souvent on part d'un statut qui était celui qui était à l'époque, avec des bases de données parfois silotées, avec quelque part un data warehouse, un peu de big data, mais très difficilement exploitable parce que trop de données, d'où l'importance, Elise, des 20 à 30 golden data qui sont vraiment importantes. Et point important qu'Olivier vient de souligner, c'est le côté aussi temps réel, en fait, d'avoir ces informations qui sont directement issues de la feed. Et là, dans la feed, on va retrouver différents types de données, alors que ce soit en collecte ou en utilisation, mais si on revient sur la collecte dont j'ai commencé à parler tout à l'heure, on va retrouver les fameuses zéro party data, entre guillemets, qui sont les plus faciles, les plus difficiles, pardon, à obtenir. C'est les données qui viennent qui sont données directement par le client. Alors, il y a certaines données qui sont obligatoires lors de l'inscription, donc ça, on va dire, c'est un peu plus facile à obtenir. Et puis, il y a les autres. Et c'est là où ça peut parfois être complexe en fait dans les processus entre nos clients et leurs clients finaux. C'est comment dans le process d'adhésion, je pousse le client à partager un certain nombre de données, que ce soit ses centres d'intérêt, que ce soit la composition de sa famille, que ce soit un certain nombre de choses. Donc là, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on peut utiliser aussi les programmes de feed pour aller motiver le client à donner ça. Surtout dans le cadre de l'adhésion,
Parfois, on peut avoir des process d'adhésion un peu longs, un peu plus longs, notamment quand on est en online. Le client a un peu plus le temps peut-être de passer à travers des pages où on lui demande les données. Donc là, c'est un peu plus facile d'avoir l'accès. Mais si on est sur l'adhésion au magasin, parfois, il faut que ça aille très vite. On demande les 2, 3 données qui sont vraiment obligatoires pour le programme de fidélité. Et après, c'est là où c'est important, c'est d'avoir la capacité de revenir vers le client, de pouvoir en fait aller rechercher en fait ce type d'information et le motiver à en donner. Donc ça, c'est le côté zéro party data. Et après, il y a évidemment les données first party data, les données qui sont plutôt des choses qu'on va pouvoir calculer, qu'on va pouvoir déduire. Et on a la chance, côté fidélité, de voir passer, je dis pas l'ensemble des interactions, mais une grosse partie des interactions avec le client final, que ce soit les transactions de vente, évidemment, qui sont la majeure partie, mais aussi potentiellement de la fidélité relationnelle, comme je disais tout à l'heure, à travers des questionnaires ou à travers tout ça. Et le traitement de ces transactions, si je reprends les transactions d'achat, ces transactions d'achat, en fait, permettent d'aller déterminer des tendances, d'aller pouvoir potentiellement enrichir par eux-mêmes automatiquement des attributs, que ce soit des magasins de fréquentation, que ce soit de l'appétence à certaines catégories de produits. Donc là, on peut aussi utiliser les moteurs de règles comme celui qui est dans la solution de Comarch pour aller en fait enrichir un peu automatiquement et faire des déductions de certains attributs et de pouvoir justement fournir à la CDP un ensemble de données qui vont être pertinentes, qui pourront derrière ensuite, encore une fois, venir renourrir le programme de fidélité. Du coup, voilà, en transition, on parle un peu de RCU. Je ne vais pas vous embêter avec les règles de gestion des RCU. C'est bien sûr pas forcément d'ailleurs la partie la plus fun des projets, mais bon, c'est une partie qui est indispensable, hein. On dit souvent, nous, en pitch, c'est toujours plus sympa de parler de cas d'usage, d'activation marketing, mais la réalité, c'est que si la data, elle n'est pas propre et prête en amont, bah, on se retrouve avec des gros problèmes derrière dans l'activation. Et d'ailleurs, très souvent, quand on part des frustrations des équipes métiers sur soit des cas d'usage qui ne le font pas, ou des cas d'usage qui le font, mais on aimerait bien que dans la newsletter, les 3 premiers produits, ce soient ceux que le client a vus sur le site, mais en même temps, je veux pas que ce soit un produit en promo, je veux pas que le produit ait été acheté, je veux vérifier s'il est en stock. Bah, en fait, quand on descend la pelote de laine du cas d'usage métier, très souvent, on arrive avec des pain points data. Où sont ces données? Où est le stock aujourd'hui? Où est l'OMS? Comment savoir quel produit a été vu, acheté, navigué, quand? Et c'est bien ça aujourd'hui, nous, en tout cas, la réponse qu'on essaie d'avoir, et avec nos partenaires techniques aussi, c'est d'aller mettre à disposition le plus rapidement possible des équipes qui vont concevoir les programmes d'animation commerciaux, ces données pour qu'elles puissent un peu laisser libre cours à la créativité. Donc, la base, c'est ça. Alors, c'est pas la base la plus fun, mais c'est la base qui est indispensable. C'est à quelles données on va se connecter, comment on va se connecter, est-ce qu'on fait du temps réel, du flux, du fichier. On peut pas faire un cas d'usage pour remercier quelqu'un d'être arrivé dans l'hôtel à l'instant où il fait son check-in si on n'a pas le check-in à disposition en temps réel, hein. Ça peut paraître évident, mais on a parfois des appels d'offres où on nous demande d'avoir une architecture full temps réel, mais les systèmes opérationnels ne le sont pas. Donc, on est nous aussi un petit peu victime, bien sûr, de ce qui a été fait. Et puis derrière, ce qui va être important, c'est de faire ces 2 étapes, le stitching, le merging. Vous entendrez parfois aussi parler de CDM, hein, Clean Deduct Merge. Donc en gros, ce sont les étapes indispensables pour aller identifier qu'un client ou un prospect est le même, que ce soit dans une source de données unique. J'ai dans mon Salesforce 40 clients qui sont potentiellement des doublons, où j'ai des transactions sur différents magasins qui coexistent, et en même temps, dans mon programme de fidélité, dans mon service client, dans mes enquêtes de satisfaction. Et là, nous, la solution va aller en fait chercher des dénominateurs communs entre vos clients. Donc, on va regarder le nom, le prénom, l'adresse email, l'adresse postale, le code postal, potentiellement aussi des objets de données beaucoup plus difficiles à capter. Les ID, par exemple, les ID de navigation, un ID Google, un ID de retargeting publicitaire, tout ça vont être des clés que la plateforme va essayer d'identifier automatiquement pour vous dire, bah, celui-là, on pense que ces 6 différentes identités sont la même personne. Donc ça, c'est la première étape, c'est cette étape de stitching. On crée des groupes comme ça d'individus avec similarité. Et vous entendrez peut-être parfois parler de matching déterministe et de matching probabiliste. Hein, ce sont les règles qu'on utilise pour dire bah, si l'email est le même, le nom est le même, le prénom est le même, l'indice de certitude qu'on a le même client, c'est quand même assez élevé. Mais on utilise aussi des techniques beaucoup plus diffuses, on appelle ça du fuzzy, pour dire bah, peut-être parfois le téléphone a été mal rempli. Thibaut, ça peut s'écrire avec un T, ça peut s'écrire avec un D. Et donc, on a cette capacité aussi à gérer des petites erreurs, des fautes d'orthographe, des erreurs de saisie pour
être capable quand même de retrouver les clients. Et puis derrière, on va venir faire cette fusion, donc le merge, qui va être capable de dire maintenant que j'identifie que dans mes différents systèmes, ce client est le même, comment je crée ma fiche contact 360, quelles sont les données dont j'ai besoin, quelle va être l'identité principale du contact et quels vont être les objets de données secondaires. Et puis derrière, autour de ça, on vient mettre tous les indicateurs. Donc ça, c'est quand même des phases projet qui sont assez lourdes, hein. Ça prend aujourd'hui entre 1 mois et demi et 3 mois pour aller du coup mettre en place tout le système sur la partie uniquement là des objets de données qu'on va aller collecter et récupérer. Voilà. Étape très importante, pas la plus pas la plus fun. Je peux être honnête avec vous par rapport au cas d'usage. Et voilà comment ça rentre en application. Donc un cas d'usage diptyque et un retailer donc luxe, hein, sur de la bougie parfumée. Et puis ils ont maintenant d'autres produits, donc avec un positionnement que vous connaissez très certainement. Euh, on a chez Diptyque un rôle qu'on a chez à peu près la moitié de nos clients, où on est vraiment la base, maître, la réconciliation de la donnée client entre les caisses, le e-commerce, les différents systèmes. Aujourd'hui, on a aussi une grande partie de nos clients qui déportent cette vision contact unifiée dans une plateforme type Snowflake. Hein, c'est très à la mode en ce moment, c'est des systèmes très performants, très robustes, très rapides. Et vu que nous, on est une plateforme qui fait de la virtualisation, on n'a aucun problème à dire à l'informatique d'une entreprise, bah, si vous êtes plus à l'aise avec le fait de faire porter à Snowflake la complexité de cette moulinette, entre guillemets, du traitement de la donnée, nous, on vient se brancher sur votre Snowflake et on va exposer cette vue client 360 aux équipes CRM et au système derrière d'activation marketing. Donc, c'est pas très important pour nous au final où réellement la donnée est stockée. Mais voilà les traitements du coup qu'on va appliquer. Et la finalité de ça, hein, pour un acteur comme Diptyque, c'est, vous voyez à droite du slide les enjeux principaux. On rediffuse vers Snowflake pour des use cases de BI, hein, analyse client, analyse fine. Bien sûr que la CDP ne peut pas traiter, d'aller faire des cubes multidimensionnels d'analyse très, très complexes. On envoie vers le marketing automation, Splio aujourd'hui, donc plateforme qu'on connaît très bien, qu'on voit chez beaucoup d'acteurs retail en France. Donc, on envoie les audiences, on envoie la connaissance client, on envoie les indicateurs et on personnalise les campagnes dans les workflows de Splio pour que les newsletters, chaque client ait des produits différents, des recommandations différentes. Et on envoie surtout ces indicateurs dans Clientela, qui est la tablette utilisée par les vendeurs en magasin. Donc, quand vous rentrez dans un magasin, il y a tout un cérémonial où on vous demande vos informations. On va aller chercher vos informations dans la tablette et vous allez avoir des recommandations de produits basées sur les différents comportements d'achat que vous avez pu avoir en e-commerce ou en magasin. Et puis enfin, dernière étape, on repousse aussi vers la partie site internet pour enrichir l'expérience client. Ça peut être de la perso on-site, bien sûr, ça peut être aussi de l'espace connecté. Quand vous vous connectez à votre fiche client, vous avez une vision globale. On a souvent des clients qui nous demandent ça en premier cas d'usage, hein, dans l'hôtellerie notamment. J'ai fait une réservation sur Booking, j'ai fait une réservation dans l'hôtel. Comment avoir toute cette vision globale de l'activité de réservation dans une fiche client connectée très rapidement. Voilà un autre cas d'usage du coup diptyque. Voilà. Bah, j'en ai un petit peu parlé, on peut passer, je pense. Hein, donc, voilà. Merci Olivier. Avec plaisir. Alors on va passer sur la partie exploitation de la donnée, maintenant qu'on a vu comment on pouvait la collecter, la déterminer, la structurer et la mettre à disposition des différents systèmes. Donc évidemment, toutes ces données, elles vont avoir grosso modo 3 grandes utilisations et on va avoir un cas concret avec Val d'Isère encore juste après. La première utilisation de toutes ces données, évidemment, c'est la connaissance client. Et c'est d'autant plus critique dans des sujets d'omnicanalité, puisque l'objectif, c'est de comprendre comment le client utilise les différents canaux qu'on met à sa disposition, comment il les consomme, à quel moment il les consomme et pour quel usage. Donc, c'est extrêmement important à ce moment-là d'être capable de suivre complètement le parcours d'achat du client en fonction des différents canaux qu'on met à sa disposition. Ensuite, on a donc cette donnée qui est exploitable. L'idée, c'est de mettre en place des activations. Et ces activations, mieux elles sont ciblées, plus elles seront efficaces. Donc, si on a identifié qu'un client est très appétent à un canal plutôt qu'à un autre, il est évident que ce sera plus simple de le contacter sur ce canal et de lui faire des offres sur ce canal, plutôt que d'aller le toucher sur un canal qu'il consomme moins. Donc, toute cette connaissance va nous permettre d'être plus efficaces, car mieux ciblés. Et le troisième levier qu'on n'utilise pas toujours et qui est extrêmement important, évidemment, c'est de mesurer toutes les actions qu'on met en place. Donc, le fait de pouvoir se dire, j'ai activé ce client sur ce canal, je lui ai proposé cette typologie de produit, qui est une typologie de produit, par exemple, qu'il consomme peu, mais pour lequel il a des affinités. Est-ce que derrière, mon client
a acheté le produit? Est-ce qu'il est venu plus souvent sur le canal? Est-ce qu'il a dépensé plus la fois où il a acheté le produit? Toutes ces informations-là sont extrêmement importantes dans la fameuse boucle vertueuse que vous connaissez de je mets en place des actions, je mesure mes actions, j'optimise mes actions, etc., etc. Et j'enrichis au passage ma connaissance client. Si on prend le cas de Val d'Isère, un des objectifs, Olivier en a parlé au début de Val d'Isère, c'était d'avoir une photo complète du client, car il y avait énormément de points de contact et énormément d'acteurs qui avaient une partie de la donnée. Donc l'idée, c'était d'avoir la vision la plus complète possible et de pouvoir l'utiliser à des fins complètement différentes. Des fins de connaissance client, donc on vient de s'en parler, de savoir qu'est-ce que le client consomme lorsqu'il vient sur la station, comment il se comporte, à des fins d'amélioration de l'expérience client, de rendre finalement plus fluide son passage dans les différents acteurs et au sein de la station, et puis de générer des occasions de trafic supplémentaires, des occasions de business supplémentaires pour Val d'Isère, tout en ayant des actions un peu plus relationnelles autour de la préférence. Donc on a vraiment un panel large de données qui sont utilisées et d'actions qui peuvent être ensuite mises en place, le tout facilité par le fait que, on peut mieux personnaliser les campagnes, puisqu'on dispose d'informations complètes sur le client, et de deux, qu'on peut gérer la pression commerciale qui s'ensuit. Évidemment, quand on a un client qui est sollicité de partout, c'est plus compliqué d'obtenir son attention et il va plus se disperser. Si on est capable de prioriser les contacts et de prioriser les occasions de parler avec lui, on sera plus efficace encore une fois au bénéfice de la collectivité. Un point aussi, du coup, sur Val d'Isère, voilà, qui m'a vraiment, dans ce projet qui a été important. On voit à quel point aujourd'hui, Val d'Isère, la difficulté, bien sûr, c'est que les structures en plus auxquelles la donnée appartient étaient des entités juridiques différentes. Dans les entreprises, c'est pas le cas aujourd'hui. Quand on prend un retailer ou une entreprise dans le luxe, toute l'entreprise, bien sûr, a son patrimoine de data, mais on voit que c'est des sujets quand même très complexes à faire accoster, puisqu'on a une direction data, une direction IT, une direction CRM, une direction digitale. Donc parfois, chacun a un petit peu son périmètre de la donnée. C'est pas toujours simple de mettre toujours toutes les personnes autour de la table et de faire accoster une vision globale qui va bénéficier à tous. On parle souvent d'ailleurs d'enjeux de gouvernance. Tout à coup, qui est maître de l'indicateur? Si je calcule un panier moyen demain, est-ce qu'il est calculé par la BI? Est-ce qu'il est calculé par la data? Est-ce qu'il est calculé par le data lake? Est-ce qu'il est porté par l'IT? Est-ce que potentiellement on laisse la main au CRM? Et ce que j'aime bien, moi, du coup, dans ces projets loyalty, CDP, RCU, c'est qu'à un moment donné, voilà, tous les acteurs d'une entreprise se mettent d'accord pour dire, OK, au final, au bout de nos enjeux d'équipe et d'entreprise, il y a un client qui est le même, en fait. Et il va bien falloir qu'on arrive à lui parler d'une voix unique, avec un discours cohérent qui fasse sens, quel que soit son pays, son magasin, qu'il soit en visite en France et qu'il aille plus tard à l'étranger, dans le programme de feed, pas dans le programme de feed. Donc ça prend du temps, bien sûr. C'est pour ça que Stop, typiquement, à Val d'Isère, a beaucoup accompagné le client. Mais ce qui est super, c'est qu'à un moment donné, on vient aussi délivrer voilà, une expérience homogène pour le prospect ou pour le client. Et si on passe du coup au slide d'après, je vais aller vite parce que je pense qu'il faut qu'on garde du temps pour les questions-réponses. Bon, on retrouve, voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé, les besoins d'un acteur du coup comme Jardiland Gambert, Noah Buenco, donc les marques de Teract. Toutes les données aujourd'hui, on voit bien nécessaires, et c'est très complexe dans des sociétés de cette taille avec un énorme réseau de distribution, parfois des franchises, parfois des magasins en propre en plus, ce qui rajoute bien sûr de la complexité. Et puis là aussi, on retrouve d'ailleurs un énorme projet de data platform, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est Snowflake qui va le porter, qui va être pour nous aussi là-bas un accélérateur, puisque au fur et à mesure, une grande partie de ces données va être accessible dans une plateforme cloud. Mais voilà le type du coup d'architecture qu'on met en place pour ce client. Alors, si on continue dans la partie exploitation de la donnée, il y a un thème qui est extrêmement important dès lors que vous avez embasé vos clients et que vous voulez communiquer avec eux et développer des activations, c'est le programme relationnel. Donc tout le plan de communication qui va être adressé à ces clients. L'omnicanalité, c'est évidemment beaucoup plus complexe parce qu'on ne parle pas d'un seul parcours client, on parle de plusieurs parcours clients. Vous avez des clients qui sont omnicanal, vous avez des clients qui sont monocanal, mais vous avez surtout des clients qui vont évoluer dans le temps. Vous pouviez avoir un client qui était très attaché à la boutique parce qu'il avait une boutique à côté de chez lui, il déménage, tout d'un coup il devient client e-commerce. Et il est extrêmement important de ne pas le perdre dans cette transition entre la boutique et le e-commerce. A contrario, vous pouvez avoir des clients qui sont très attachés au e-commerce et pour autant
qui vont aller ponctuellement faire des achats en boutique ou complètement basculer en boutique parce qu'ils ont eu une expérience e-commerce qui était décevante. Donc, on part du principe qu'un client, c'est lui qui va choisir son parcours, que on peut penser que parce qu'il s'est inscrit au programme de feed en e-commerce, c'est un client purement e-commerce, c'est pas forcément le cas. Donc, il faut être capable de suivre cette évolution de parcours dans le temps et d'être capable de faire en sorte qu'à un moment où le client décide de changer de comportement, on puisse l'accompagner et on puisse ne pas créer de rupture de communication entre lui et vous. Donc ça, c'est un premier point qui entraîne un deuxième point qui est important, qui est un besoin fondamental de synergie entre les actions CRM et les actions e-commerce. Alors, je parle bien dans le cas où on a de l'omnicanalité entre un réseau physique et un réseau e-commerce. On a encore beaucoup de clients qui fonctionnent un peu en silo, qui ont des actions e-commerce d'un côté sur des clients fidèles et des actions CRM de l'autre sur les mêmes clients fidèles, ce qui fait qu'on a potentiellement un brouillage de communication, qu'on a une pression commerciale qui potentiellement peut être moins bien adaptée et générer de la frustration ou de la contrariété chez le client. Donc c'est extrêmement important de penser le plan relationnel dès le début en omnicanalité et pas uniquement voilà les actions e-commerce, voilà les actions CRM et puis on a le client au milieu et charge à lui de faire le tri. Donc il faut vraiment penser global. Ça c'est extrêmement critique aussi en amont de la construction du plan. Et puis évidemment, les étapes critiques des parcours clients doivent être identifiées, donc des étapes critiques du type entrer dans la relation, première action liée au fait que je sois inscrit au programme de fidélité, consommation de mes points, collecte de points, et surtout, ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que j'ai bien la bonne data trigger qui est associée? Est-ce que si je veux récompenser mon client parce qu'il a dépassé un certain barème de points ou parce qu'il a acheté tel type de produit, est-ce que l'information, je la détiens bien et est-ce qu'elle est exploitable dans les modalités que je souhaite? Donc, il y a un certain nombre de questions à se poser en amont de ce travail-là, qui sont évidemment en lien avec ce qu'on a dit précédemment sur la golden data, la structuration de la donnée, où est-ce que je vais trouver la bonne donnée, comment je la calcule, effectivement, un panier moyen, comment je le calcule, par quels outils, etc. Donc ça, c'est des points qui sont critiques en amont. Hop. Ah. Ça, c'est David. Ouais, c'était en fait on est sur la troisième partie en fait maintenant. Et ben voilà. Élise, voilà. D'accord. Donc voilà pour compléter enfin, ce qu'on s'est dit puis pour conclure parce que je crois qu'on arrive bientôt sur la fin. On voulait parler avec Élise et Olivier de quelques facteurs clés de succès en fait dans la mise en place des programmes et de la gestion de la donnée de manière globale. Je vais insister sur un premier point. On a parlé beaucoup de théorie, on a eu quelques cas pratiques, mais on a aussi parlé de théorie, de la golden data, de principes qui sont très théoriques. Malheureusement, on est quand même souvent face à une gestion de l'existant. À un socle SI qui mérite encore d'être renouvelé ou modernisé. Et la plus courte distance entre un point A et un point B sur ce type de projet, c'est pas forcément la ligne droite. Et pour illustrer ça, j'ai pris deux cas. Le premier, c'est le cas Intersport, on a déjà un petit peu parlé, où en fait en 2019, Intersport a choisi de travailler avec nous côté Comarch pour renouveler le moteur de fidélité. À ce moment-là, en fait, c'était juste un projet IT, puisqu'il y a eu zéro changement au niveau du programme de fidélité et quasiment zéro changement au niveau de la gestion client, qu'elle soit en magasin et ainsi de suite. On a tout repris quasiment à l'existant. Ça a été fait parce qu'il y avait une urgence à gérer cette problématique informatique. Et puis, ça a été la première étape, en fait, dans la refonte plus globale, à la fois SI et à la fois métier, puisque ensuite, Intersport a changé son marketing automation, puis a lancé le nouveau programme. Donc, c'est là où ils ont pu bénéficier des avantages liés à la plateforme. Et puis, depuis un peu plus d'un an maintenant, enrichir le côté RCU qu'on portait jusqu'à maintenant avec l'arrivée d'Imagino, justement pour enrichir la gestion de la donnée et puis venir
entre autres, continuer à enrichir les interactions côté client final. Donc ça, c'était le premier cas. Et le deuxième cas, c'est un autre cas qu'on a eu dans la grande distribution également, où là, c'était un projet qui était purement SI dans un premier temps. Des enjeux principaux qui étaient du côté du système d'information, puisqu'on devait répondre à une obsolescence sur une partie du système d'information, notamment dans le SI fidélité. Et donc, il fallait sécuriser ce remplacement-là, le tout dans un temps très contraint, puisqu'il y avait une étape à fin 2022 qu'on ne pouvait pas rater de toute façon, puisque après, ça ne marchait plus leur ancienne solution. Donc ça, c'est un projet qui a été mené principalement avec les équipes IT, mais il y avait quand même quelques attentes métiers quitte à changer la solution, de changer quelques gestes métiers. Alors, on n'a pas touché au programme en tant que tel, mais on a touché plus à la relation client, à donner un peu plus d'autonomie notamment au magasin dans la gestion du client et notamment à travers son programme de fidélité, et donc de permettre en fait aux différentes équipes de pouvoir s'approprier ce nouvel outil dans le cadre de ce projet, et puis proposer justement cette amélioration dans la relation. Et donc ça a été important parce que derrière, on parlait de plusieurs centaines de magasins qui ont dû être déployés, et ça touche à un des deuxièmes facteurs clés de succès. Élise, hein, tu vas nous en parler un petit peu. C'est comment on gère cet accompagnement au changement au sein des équipes. Tout à fait. Alors, sur la première partie, ce dont parlait David, c'est vrai que quand on arrive dans une entreprise et qu'il y a des projets de ce type-là, il y a un existant qui est fort, qui est important de prendre en compte. Donc, on a une démarche en général qui est itérative et qui se base en plusieurs points. Ce qu'on va essayer déjà de comprendre, quels sont les besoins du métier. On va comprendre quels sont les cas d'usage du coup que le métier souhaite mettre en œuvre. Et de ça vont découler toutes les parties fonctionnelles. Donc, quels sont les besoins purement outils qu'on va avoir pour exécuter les attentes du métier. Ce qui nous permettra ensuite de savoir si le SI actuel couvre ou non correctement l'ensemble de ces besoins-là. Et derrière, de se dire, OK, quelles sont les briques fonctionnelles dont j'ai besoin, quelles sont celles que je souhaite intégrer, ou plus simplement, quelles sont les évolutions ou les nouvelles fonctionnalités des outils que j'ai déjà, que je vais pouvoir utiliser et développer. Donc l'idée, c'est vraiment de partir d'un audit global de l'existant et de pas forcément partir du principe qu'il faut tout modifier, tout changer en une seule fois, mais plutôt de s'appuyer sur l'existant quand c'est possible pour pouvoir rajouter les briques qui sont nécessaires. Et en effet, alors ça, je le passe pour pouvoir tenir notre timing. Et effectivement, le point problématique dans la plupart des cas, alors vous connaissez cette statistique qui dit que 70% des projets de transformation n'arrivent pas au bout. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, après l'intégration d'un nouvel outil, après l'intégration de nouveaux systèmes d'information, on peut avoir une période pendant laquelle les équipes métiers notamment sont un peu déboussolées. Elles ont du mal à s'approprier l'outil, elles ont du mal à voir quels sont les bénéfices qu'il leur apporte par rapport à ce dont ils disposaient avant, et ils ont du mal à se dire quelles sont les super nouvelles fonctionnalités que je vais pouvoir utiliser. Donc, ce qu'on voit effectivement souvent, c'est qu'il y a eu un défaut au départ d'appropriation de la part des collaborateurs parce qu'on les a pas forcément intégrés dans la démarche. Et aussi parce que on a du mal à se projeter sur le temps long. C'est-à-dire qu'un nouvel outil, une nouvelle plateforme, des nouvelles données à disposition du métier, c'est aussi un temps d'apprentissage et c'est aussi un besoin de monter en compétences, de formation qui peut prendre du temps. Donc on va pas avoir des résultats du jour au lendemain. C'est extrêmement important de prendre ce temps-là avant de juger si l'outil est adapté, s'il est performant, si on atteint les résultats qu'on avait imaginés au départ. Et on peut avoir des équipes qui sont assez déçues au début, disent « Ah bah oui, finalement, c'était pas si bien que ça ». En fait, non, il y a ce besoin d'appropriation qui est important. Donc, typiquement, si on veut avoir un projet qui est réussi, on va avoir besoin d'intégrer les collaborateurs très en amont dans la démarche, de leur montrer en quoi cette transformation a de la valeur pour eux, dans leur quotidien, dans ce qu'ils ont à faire. Demain, comment ils vont le faire plus facilement ou comment ils vont être plus riches de leur mission.
On va aussi leur montrer que avec ça, ils sont plus performants, donc on va mieux les valoriser. Et puis évidemment, bon, c'est un peu tarte à la crème, mais donner du sens, au sens expliquer pourquoi on fait ça et expliquer en quoi ça va amener de la valeur supplémentaire pour l'entreprise et pour chaque collaborateur, c'est aussi une des clés de cette performance. Et un point qui est aussi un peu négligé parfois, c'est il faut très rapidement, dès lors qu'on met en place ce type de projet, l'ancrer dans le quotidien des équipes. Quelque part les obliger à l'utiliser, à utiliser les nouveaux outils, à aller chercher les données par eux-mêmes, à intégrer dans leur reporting actuel des données qui viennent de ce nouvel environnement. Donc vraiment faire en sorte que très rapidement, l'utilisation de cette nouvelle outil de feed ou de cette nouvelle CDP soit ancrée dans le quotidien. Parce que c'est ça qui va faire que derrière, ils vont voir le bénéfice et que l'outil va pouvoir donner la pleine mesure de sa performance. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre présentation. Donc nous allons à présent prendre vos questions, si elles sont disponibles. Oui, puis du coup, avant de prendre les questions, je vais laisser cette slide-là. Vous rappelez qu'on a un prochain webinaire le 16 mai sur le programme de fidélité omnicanal.